Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo la première partie du chapitre 2 qui parle de menaces et risques. Et dans cette première partie on va parler de gestion des risques et des logiciels malveillants. Alors on sait que finalement euh, pour mieux se défendre, il est important de mieux connaître ses faiblesses. Et si on peut prendre en fait cette citation du livre L'art de la guerre de Sun Tzu qui dit: qui connaît l'autre et se connaît lui-même peut livrer 100 batailles sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas l'autre mais se connaît lui-même, pour chaque victoire connaîtra une défaite. Et qui ne connaît ni l'autre ni lui-même perdra inéluctablement toutes les batailles. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si on se connaît et qu'on connaît son ennemi, ou la chose qui va nous attaquer, qui peut nous attaquer, eh ben, on est plus à même de connaître les points faibles, nos propres points faibles, et donc de les renforcer, et de connaître les points faibles de l'ennemi, et donc de pouvoir attaquer ces points faibles, si on veut. Et donc, par contre, si on ne connaît que soi, on peut euh, améliorer ses défenses, travailler sur ses points faibles, mais on aura toujours une partie qu'on ne connaîtra pas. Si on ne connaît pas l'ennemi, on ne pourra pas savoir comment l'attaquer ou comment se défendre de manière efficace contre cet ennemi en particulier. Et si on ne se connaît ni soi-même ni l'ennemi, bah, tout simplement, forcément, on va perdre à chaque fois. Et donc, afin de mieux se défendre, il est important de connaître ses faiblesses et connaître ses adversaires. Et une partie du travail de la sécurité informatique, finalement, c'est de savoir anticiper les événements néfastes qui peuvent arriver pour que l'entreprise puisse les anticiper et en fait consacrer euh, un budget, du travail, du temps et les anticiper. Donc, en fait, au final, bon, il est impossible d'éliminer tous les risques, mais il est possible de bien les identifier afin de mettre en place des plans d'action qui sont efficaces. Et cette démarche doit se faire de manière cyclique, c'est un processus cyclique, sous forme d'amélioration continue. Donc avant de partir sur la gestion des risques, on va déjà donner certaines définitions. Donc en premier lieu, la vulnérabilité. La vulnérabilité, donc c'est une faiblesse ou une lacune dans un programme, un système ou un processus qui peut être exploité par une personne malveillante. On a deux types de vulnérabilité, les vulnérabilités techniques et les vulnérabilités humaines. Et le traitement d'une vulnérabilité va être soit de corriger ou remédier à cette vulnérabilité, ou d'essayer de contourner ou d'éviter cette vulnérabilité. Ensuite, on va parler des menaces. Donc une menace, c'est tout ce qui peut porter préjudice. Exemple, la maladresse d'un employé. Par exemple, en mettant à jour des données dans un fichier Excel, il s'est trompé et a écrit quelque chose par erreur. Il a mis la virgule au mauvais endroit pour un chiffre, par exemple. Ou alors, tout simplement, il a fait tomber son laptop. C'est aussi une autre possibilité. Et j'en passe. La malveillance d'un attaquant. Ici, on parle d'un attaquant qui veut faire du mal à l'entreprise ou à l'organisation et donc il va tout faire pour atteindre ses objectifs. Le mécontentement d'un employé. Alors là, on n'est plus sur de la maladresse, mais c'est plutôt un employé qui n'est pas content de quelque chose, de son emploi, pour des raisons diverses. Par exemple, imaginons que l'employé il est dans cette entreprise depuis 2-3 ans et qu'il a un certain nombre d'années d'expérience avant d'avoir commencé dans cette entreprise. Et pour lui, il y a un nouveau poste qui va bientôt s'ouvrir et ils vont rechercher des gens pour ce poste-là. Et cet employé, pour lui, il a toutes les qualifications nécessaires pour avoir ce poste. Mais quelqu'un d'autre, au lieu qu'on le lui donne à lui, on va le donner à un autre employé qui est plus nouveau, plus jeune,
et j'en passe, et qui a moins d'expérience. Donc cet employé va peut-être mécontent. Et s'il est mécontent, il a, grosso modo, comme un être humain mécontent, il a plusieurs manières de réagir. L'une d'entre elles, ça va être, il va commencer à chercher du boulot ailleurs, par exemple. Une autre, ce serait de ne plus faire de ne plus fournir autant d'efforts qu'auparavant dans son boulot. Il va faire son boulot, mais pas plus que ça. Et une troisième, c'est la plus dangereuse, c'est il va là faire quelque chose qui va être vraiment malveillant et envers l'entreprise parce qu'il est mécontent. Par exemple, il va prendre des informations qui sont confidentielles et qu'il connaît et il va les vendre à une entreprise concurrente, par exemple, ou les donner à une entreprise concurrente. C'est un autre exemple. On a les catastrophes naturelles, par exemple les incendies naturels, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie des catastrophes naturelles et c'est des menaces qui doivent être prises en compte dans la gestion des risques en fait qu'on va avoir par la suite. Dans une bonne gestion des risques, on va prendre ça en considération. Par exemple, ici à Alger, les catastrophes naturelles qui peuvent arriver sont généralement les tremblements de terre et les inondations. Dans ce cas-là, en prenant ça en considération, je ne vais pas mettre ma salle de serveur en sous-sol. Un exemple, parce que s'il y a une inondation, ma salle des serveurs risque d'être inondée et je vais avoir finalement la perte de mes serveurs, par exemple. Si je prends en considération les tremblements de terre, je dois faire en sorte que la bâtisse qui va de l'entreprise, où il va y avoir les actifs de l'entreprise, va être construite avec des normes antisismiques. On a les catastrophes non naturelles, et là on va parler de incendies criminels, guerre, bombes, inondations, mais cette fois-ci, imaginons que quelqu'un ait laissé un robinet ouvert exprès et qu'il ait fait en sorte que que l'évacuation d'eau soit bouchée pour inonder l'endroit, par exemple. Et donc, les catastrophes non naturelles, il y en a pléthore. Et j'en passe. Donc les menaces, c'est pas ce qui manque. Maintenant qu'on a parlé des vulnérabilités et des menaces, on va parler du risque. Donc le risque, c'est la conjonction entre la vulnérabilité et la menace. Si le système est vulnérable et qu'une menace exploite cette vulnérabilité, il y aura des dommages qui seront proportionnels à l'impact. Et généralement, on va dire quelque chose du style risque est égal à menace fois vulnérabilité fois impact. Donc, plus la vulnérabilité est importante, plus l'impact est important, plus le risque est grand, et ainsi de suite. Si je reprends l'exemple imaginons qu'on ait des équipements informatiques en sous-sol, ça c'est une vulnérabilité. Le risque d'inondation existe lorsqu'il va y avoir un orage, ou de fortes pluies, ou une tempête. Donc cet orage, cette forte pluie ou cette tempête, c'est ce qu'on appelle la menace. Et donc, tout cela, c'est le risque qu'on aurait si j'ai mes équipements informatiques en sous-sol. Donc, la gestion des risques, finalement, c'est un processus stratégique de recherche, analyse, hiérarchisation et traitement des menaces. Et elle garantit que les menaces les plus importantes sont traitées rapidement en fonction de leur impact potentiel. Il existe plusieurs cadres aidant à la gestion des risques, donc plusieurs frameworks. Parmi eux, on a le DORA, Digital Operational Resilience Act, qui est un cadre européen de l'Union européenne. Vous avez l'ISO 27005,
qui va faire parler de gestion des risques. Le NIS 2, donc pour Network and Information Security 2. La directive NIS 2 est un texte européen qui a pour objectif d'assurer un niveau de sécurité élevé et commun pour les réseaux et les systèmes de l'Union européenne. Alors, c'est pas toute la directive qui va parler de la gestion des risques, mais c'est certains points de cette directive qui vont parler justement de la gestion des risques. Vous avez le NIST SP 830 pour Risk Management Guide for Information Technology Systems, qui est une norme ou une norme issue des États-Unis, NIST pour National Institute of Standards and Technologies, ou quelque chose dans ce style. Hein. On a Octave pour Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation Framework. Donc là, on va parler de menaces, actifs et vulnérabilité. Donc c'est un cadre d'évaluation pour ces trois points-là. Et TARA pour Threat Assessment and Remediation Analysis. Donc évaluation des menaces et analyse de comment remédier à ces menaces. Donc, généralement, grosso modo, quel que soit le cadre qu'on va utiliser pour la gestion des risques, il y en a d'autres, c'est pas les seuls qui existent, mais c'est un petit ensemble. On va retrouver qu'ils vont avoir un cycle de vie de la gestion des risques qui va se ressembler, qu'elle soit sur 4, 5 ou 6 étapes. Au final, elles vont être plus ou moins proches les unes des autres. On a en premier lieu l'identification et l'analyse des risques potentiels. Donc pour gérer les risques, une organisation doit d'abord connaître leur existence. Si on ne sait pas qu'il y a un risque, on ne peut pas le gérer. Et la première étape du processus de gestion des risques de cybersécurité consiste à effectuer un audit de l'environnement informatique et de l'infrastructure de sécurité d'une organisation afin d'identifier les risques potentiels auxquels il pourrait être nécessaire de remédier. Alors quand je parle d'audit de l'environnement informatique, ça veut dire que déjà je vais voir quels sont les actifs informatiques que j'ai, les serveurs, les routeurs, les logiciels, les systèmes d'exploitation qui sont utilisés, leur version et ainsi de suite. Ensuite, par rapport à ces éléments-là, je vais voir est-ce qu'il y a des vulnérabilités sur ces éléments, s'il y en a, donc quels sont les risques relatifs à ces éléments, même si on ne parle pas de vulnérabilité en tant que tel, mais quels sont les risques relatifs par rapport à ces actifs, et finalement pouvoir les identifier pour pouvoir voir si on peut y remédier ou est-ce qu'on doit y remédier et quels sont les risques auxquels on doit y remédier. Et justement, c'est dans cette deuxième étape qu'on va évaluer les risques. Donc les différents risques constituent des menaces différentes pour les opérations de l'organisation. Par exemple, les attaques contre les actifs critiques, tels que les serveurs de base de données de l'entreprise, sont susceptibles d'avoir plus d'impact que celles qui vont viser les postes de travail des employés et d'autres systèmes moins prioritaires. Et donc les organisations peuvent calculer le risque en fonction de la probabilité et de l'impact d'une menace et hiérarchiser les menaces, donc mettre un ordre, les ordonner, en fonction de ces informations-là. Donc, faire une liste de priorités, si vous préférez. Ensuite, on a le traitement des risques. Donc ici, après qu'on ait établi une liste de priorités, l'organisation peut prendre des mesures pour faire face à ces risques. Les stratégies courantes de gestion des risques vont inclure, on parle de quelles sont les manières de traiter le risque. On a la remédiation, qui est l'élimination du risque, l'atténuation, donc là on va réduire l'impact ou bien on va réduire la probabilité du risque, ou alors on va réduire les deux. On va pouvoir faire un transfert du risque ou
faire de l'acceptation du risque. Et donc là, on va ne rien faire finalement. On va voir un peu plus en détail les différents traitements des risques un peu plus loin dans cette vidéo. Et ensuite, on va avoir un bilan. Donc une organisation ou une entreprise doit effectuer des évaluations des risques et revoir régulièrement l'efficacité des contrôles existants. Ce qui va permettre de s'assurer que les priorités en matière de risque sont à jour et va permettre aussi à l'entreprise de remédier à l'échec des contrôles ou à l'évolution des risques. Et donc ce cycle va être fait de manière régulière puisque il y a toujours de nouveaux risques qui y arrivent ou d'anciens risques qui ont été gérés d'une certaine manière et il y a une meilleure manière de les gérer et ainsi de suite. Ensuite, quand on parle d'évaluation du risque, finalement, on a deux types d'évaluation. On a une évaluation qualitative où on va avoir un tableau dans ce style où il y a la probabilité que le risque arrive et quelle est la gravité de l'impact. Et là, on va parler de manière qualitativement. Donc, probabilité que le risque arrive, bas, moyen, élevé, très élevé, très bas. La gravité de l'impact va être très bas, bas, moyen, élevé, très élevé. Et ce qu'on retrouve là au milieu, à l'intérieur, c'est finalement pour un risque, s'il a une probabilité basse et qu'il a une gravité moyenne, on peut dire que gravité de l'impact moyenne, on peut dire que le risque est moyen, et ainsi de suite. Alors, la décision de quels sont à l'intérieur de cette matrice, qu'est-ce qui va être faible, qu'est-ce qui va être moyen, qu'est-ce qui va être élevé, va dépendre de l'entreprise dans laquelle on est en train de faire cette évaluation. Pour certaines entreprises, on va dire que très bas, c'est faible, bas, ça reste un risque faible, mais pour le reste, ça va être moyen. Et donc, on doit aussi prendre en considération cela. Et puis, il y a une autre chose qui est à prendre en considération dans l'évaluation qualitative, c'est finalement l'expérience de la personne qui va évaluer les risques. Parce que si vous prenez en considération quelqu'un qui n'a pas autant d'expérience derrière lui, il peut soit surévaluer le risque, et donc dire que ce risque est élevé alors qu'il est moyen, par exemple, ou sous-évaluer le risque, et donc dire que le risque est faible au lieu que, en fait, il soit moyen. Et donc, l'expérience de celui qui va évaluer le risque est important ici. Et on a le deuxième type d'évaluation, c'est l'évaluation quantitative. Donc, dans l'évaluation quantitative, on va avoir ici le calcul de chiffres. On va utiliser des chiffres, des formules pour calculer le risque, pour évaluer un risque. Alors, parmi ces chiffres qu'on va devoir calculer, on a le Single Loss Expectancy, qui est la valeur monétaire attendue de la survenance d'un risque sur un actif. Donc, le SLE va être égal à la valeur de l'actif fois le facteur d'exposition. Par exemple, prenons en considération une attaque de rançongiciel ou de ransomware. Alors, sur un laptop d'entreprise, on prend que la valeur de l'actif va être égale à la valeur du laptop en lui-même, par exemple 150 000 dinars, et la valeur des données qui sont dans ce laptop, ou du travail qu'il y a à l'intérieur du laptop. Ici, on va dire comme quoi la valeur est de 150 000 dinars. Donc la valeur globale de l'actif, c'est de 300 000 dinars. Ensuite, on va prendre en considération le facteur d'exposition. Ici, le facteur d'exposition est de 50%, puisque le laptop reste fonctionnel, on peut, le hardware en lui-même, il n'a pas de problème. On peut toujours formater le laptop et on va pouvoir le réutiliser. Par contre, c'est les données qui vont être perdues à cause du rançongiciel, puisque un ransomware, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en général chiffrer les données de
qu'il y a dans le laptop. Et quand je dis chiffrer, je veux dire rendre les informations ou les données illisibles par le propriétaire des données. Et donc le SLE ici est égal à la valeur de l'actif 300 000 dinars fois le facteur d'exposition à 50%. Et donc si on a un ransomware sur un laptop, on va avoir une perte de 250 000 dinars. Maintenant, on a un deuxième élément qu'on va calculer, c'est Annualized Loss Expectancy. Donc l'ALE va être égal au SLE fois le TAO. Le TAO, c'est le taux annuel d'occurrence, ou Annualized Rate of Occurrence. Donc finalement, si je reprends l'exemple précédent, si on considère qu'en moyenne un laptop est attaqué par un rançongiciel une fois tous les 2 ans, alors le taux annuel d'occurrence c'est de 0,5. Une fois 1 divisé par 2, et on a 0,5. Et donc l'ALE va être égal au SLE qu'on a calculé précédemment qui était à 150 000 dinars, fois le TAO 0,5, et donc on aurait une perte de 75 000 dinars. C'est le taux annuel, c'est ce qu'on prévoit de perdre annuellement, 75 000 dinars. Et donc la menace d'un rançongiciel va coûter 75 000 dinars par laptop par an, à moins de mettre en place des mesures pour traiter ce risque. Alors, si je continue avec cet exemple, pour traiter ce risque, soit je vais l'accepter, ou alors je vais dire comme quoi on a 2 moyens de traiter ce risque. Soit je vais mettre un antivirus, et je vais me baser sur l'antivirus, et en se disant que l'antivirus va coûter 1000 dinars, ou par exemple, ou 2000 dinars, on va dire, allez, 2000 dinars pour une licence, pour un laptop par an. Et que l'antivirus va permettre de transformer le TAO de une fois tous les 2 ans à une fois tous les 4 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'ALE va devenir 150 000 dinars fois 0,25, puisque une fois tous les 4 ans. Et donc, on va avoir un ALE à 37 500 dinars. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une perte par an par laptop de 37 500 dinars. Maintenant, pour voir est-ce que ça vaut le coup, on va se dire que j'ai mis combien d'argent dans cet antivirus. Est-ce que le fait de payer une licence pour un antivirus pour un laptop par an, qui est de 2000 dinars, ça vaut le coup? Donc le retour sur investissement est intéressant. Et effectivement, ici, on a 37 500 dinars qui vont être économisés par an. Mais on doit diminuer les 2000 dinars qu'on utilise pour payer l'antivirus. Donc on va économiser finalement 35 500 dinars par laptop et par an. Ce qui est quand même quelque chose de pas mal. Maintenant, une autre solution qui pourrait exister pour diminuer ce risque, c'est de faire de la sauvegarde. Donc je vais sauvegarder mes données quelque part, que ce soit sur des disques magnétiques ou dans le cloud. Et par rapport au prix que ça va me coûter de faire cette sauvegarde, je vais faire la même chose. Donc, la sauvegarde va me coûter un certain prix par laptop et par an, et je vais avoir en parallèle l'ALE, combien ça va me coûter, combien c'est. Et donc je vais faire une comparaison et je vais voir est-ce que le retour sur investissement est intéressant ou pas, grosso modo. Et c'est comme ça que je vais pouvoir dire ok, je vais mettre en place ce traitement de risque ou pas. Parmi les traitements de risque, j'ai déjà parlé de un, c'est la réduction du risque ou l'atténuation. Ici, ça va consister à utiliser des contrôles de sécurité pour rendre plus difficile l'exploitation d'une vulnérabilité
ou pour minimiser l'impact de cette exploitation. Par exemple, quand j'ai parlé de mettre en place un antivirus ou de faire des sauvegardes. Donc, en mettant en place un antivirus, je vais diminuer l'exploitation de la vulnérabilité, entre guillemets. Et si je fais de la sauvegarde, là, je vais minimiser l'impact du rançongiciel, puisque je pourrais récupérer les données de la sauvegarde. Néanmoins, il y a un temps perdu entre le moment où, en fait, le temps de récupérer les données pour pouvoir les réutiliser. Donc ça peut être 1 heure, ça peut être 1 jour, mais on a un temps perdu. Mais néanmoins, l'impact va être diminué. On a aussi le transfert du risque. Donc si des mesures d'atténuation ou de résolution ne peuvent pas être mises en place, l'entreprise peut transférer le risque ou la responsabilité du risque à une autre partie. Le plus souvent, les entreprises vont transférer le risque en souscrivant une assurance à ce genre de risque, ou alors ils vont transférer le risque en sous-traitant la partie du travail où ce risque existe. Par exemple, on a l'évitement du risque. Ici, la résolution du risque consiste à complètement éliminer la vulnérabilité afin qu'elle ne puisse plus être exploitée. Alors, si on parlait d'un bug dans un logiciel, on va corriger le bug, ou alors on va retirer l'actif vulnérable. Imaginons que vous ayez dans une entreprise des serveurs qui ont Windows Server 2008. C'est un actif qui est vulnérable parce qu'il y a des vulnérabilités à l'intérieur et qu'il n'y a plus de correctifs qui sortent ou qui sont publiés par Microsoft. Et donc on va dire, je vais retirer ce serveur Windows 2008 pour complètement éviter ce risque, par exemple. Et on a l'acceptation du risque qui veut dire, je sais qu'il y a un risque, je sais c'est quoi ce risque, je l'accepte. Donc ça veut dire que j'accepte ce risque et les impacts du risque qui viennent avec. Et donc, au final, selon le traitement des risques, on va avoir ce qu'on appelle un risque résiduel. Dans le cas d'une réduction du risque, ça voudrait dire qu'on va avoir, après avoir réduit le risque, quel est le risque qu'il reste, et par rapport à ce risque qui reste, est-ce que je l'accepte? Si je l'accepte, tant mieux. Si je ne l'accepte pas, je vais refaire un traitement des risques pour ce risque résiduel et voir qu'est-ce que je peux faire pour ce risque résiduel jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau qui est acceptable. Donc, on a fini de parler de la gestion des risques. On va parler maintenant des menaces et des différentes menaces. On en avait parlé juste avant, mais en fait, là, je vais te parler des différents types de menaces qu'on va voir par la suite, et des menaces cybernétiques. Donc, en grosso modo, on va voir les logiciels malveillants, les attaques web, les attaques réseau, et les attaques d'ingénierie sociale, plutôt l'ingénierie sociale. Donc, on va parler dans cette vidéo des logiciels malveillants, et on parlera des autres au courant des vidéos suivantes. Les logiciels malveillants, ou les malwares, sont tout programme ou logiciel qui est conçu dans le but de nuire à un ordinateur, un réseau ou un utilisateur. Il y a plusieurs types de malware. On a les virus, les vers, les chevaux de Troie, les spyware, les ransomware, et ainsi de suite. On va voir ceux qui sont cités ici, mais il y en a d'autres qui existent et qu'on ne verra pas. Donc en premier lieu, les virus. Un virus est un malware qui ne se diffuse pas automatiquement. Ils ont besoin d'un hôte. Donc un transporteur, généralement un être humain. Donc ici, quand j'utilise l'homme, je ne parle pas de l'homme masculin, mais je parle de l'homme hominidé ou homo sapiens. Donc l'être humain. Donc on a les virus macro. C'est un virus qui est écrit en langage macro. Alors, les langages macro, juste pour rappel, si vous ne les connaissez pas, vous savez que ou peut-être pas, les logiciels Office, Microsoft Office, que ce soit Word, Excel, etc., vont avoir des langages qui vont permettre de rajouter des fonctionnalités
au logiciel pour faire son travail. Généralement, on utilise du VBS. Alors, par exemple, sous Excel, je vais pouvoir rajouter du code VBS pour faire des calculs spécifiques qui n'existent pas, qui ne viennent pas, donc des fonctions qui ne viennent pas de base avec l'Excel, par exemple. Et donc, ces macros peuvent être utilisés pour télécharger des logiciels malicieux ou pour exécuter du code malveillant. On a les virus de secteur de boot. Ici, ça va infecter le secteur de boot d'un PC, ce qui assure que le virus se lance au démarrage du système. Ensuite, on va avoir les stealth virus, ou bien c'est un virus qui se cache du système d'exploitation et des autres logiciels de protection. Les virus polymorphiques sont des virus qui changent leur signature à l'infection d'un nouveau système pour évader les logiciels antivirus qui vont se baser sur la signature ou l'empreinte. Alors, quand on parle de signature en fait, c'est une empreinte. On va dire que chaque programme va avoir une certaine empreinte derrière. Vous pouvez chercher un peu plus ce que c'est, et on peut dire va avoir une empreinte. Et un virus polymorphique va changer son empreinte à chaque fois. Il va faire des modifications dans son code pour que son empreinte change, en fait, pour être plus exact. On a les virus multipartites, c'est un virus qui infecte ses victimes à travers de multiples vecteurs d'infection, email, clé USB, et ainsi de suite, par exemple. On a les virus compagnons qui vont s'attacher à un programme légitime et créer ensuite un programme avec une extension différente. Ensuite, on va parler des vers. Donc un vers, c'est un malware qui, lui, se propage indépendamment de tout autre. Les vers peuvent causer des dommages de deux manières différentes. Soit le code malicieux qu'ils transportent, ou alors en utilisant leur mode de propagation agressif, donc la perte de disponibilité du réseau à cause de leur mode de propagation. Les étapes de propagation d'un vers va être en premier lieu l'exploitation d'une vulnérabilité, ensuite la réplication automatique, il va se copier, et la livraison de la charge utile. Alors quand on parle de charge utile, c'est en fait un vers va avoir deux parties, comme j'ai dit juste avant. Vous avez la charge utile ou le code malicieux, et vous avez la partie qui va être responsable de la propagation. Donc la partie qui est responsable de la propagation, c'est vous allez avoir par exemple chercher une nouvelle victime, un nouveau PC qui pourrait être victime, voir s'il y a la vulnérabilité et essayer d'exploiter la vulnérabilité sur ce nouveau PC, et ensuite se copier vers ce nouveau PC. Et ensuite, il va y avoir la charge utile, c'est qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il est à l'intérieur de ce PC. Alors forcément, il va essayer de trouver d'autres... de se propager, il va essayer de continuer à se propager, mais en fait, cette partie-là, c'est la partie qui va dire jusqu'à quel point le vers va être problématique. Donc ça peut être, il va remplir tout le disque de données, disque dur, et donc à chaque fois vous allez avoir un disque dur qui sera plein et donc des ressources qui ne seront plus disponibles. Il peut supprimer des données, des fichiers, et j'en passe. Donc la charge utile va dépendre finalement de ce que l'auteur du vers va vouloir faire avec son vers. Ensuite, on a les chevaux de Troie. Alors, un cheval de Troie est un malware qui effectue deux fonctions. Une bénigne, par exemple un jeu, et une maligne, par exemple voler des données d'authentification bancaire. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du cheval de Troie et pourquoi on appelle ce type de logiciel un cheval de Troie. Mais le cheval de Troie, c'est une histoire de la mythologie grecque, si je me rappelle bien, où vous allez avoir une ville, on va dire, qui va s'attaquer à une autre ville, qui est Troie.
Alors, Troyes est une ville fortifiée. Donc, il y a des fortifications tout autour, un mur, un pont-levis, et ainsi de suite. Et pendant longtemps, l'autre ville a essayé, l'armée de l'autre ville a essayé d'attaquer Troyes et d'accéder à Troyes à l'intérieur, mais ils n'y arrivaient pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont construit un cheval géant en bois, et à l'intérieur du cheval géant, il y a eu des combattants qui se sont cachés à l'intérieur de ce cheval. Et ils ont pris ce cheval géant à l'entrée de la ville de Troyes. Et ils ont dit, voilà, c'est un cadeau pour la ville de Troyes, en gage de notre bienveillance, et puis on veut finalement faire une trêve. Il faut rentrer le cheval à l'intérieur des fortifications de la ville. Les combattants qui sont cachés dans le cheval en bois restent cachés jusqu'à la tombée de la nuit. Une fois la nuit tombée, ils sortent de ce cheval, ils font descendre ou ils ouvrent la porte de la ville pour que les autres combattants les rejoignent, et ils vont détruire la ville de l'intérieur. Et c'est là, comme vous voyez, finalement de l'extérieur, le cheval, il a une fonction qui paraît bénigne, genre shbeb, mais à l'intérieur, en fait, il a la fonction maligne qui est les attaquants, les combattants qui étaient cachés à l'intérieur pour brûler, prendre la ville de Troyes, grosso modo. Donc c'est la même chose quand on parle d'un cheval de Troie en tant que logiciel malveillant, il va avoir sa fonction bénigne et une fonction maligne. Généralement, les gens vont télécharger et installer ces logiciels pensant juste pour la fonction bénigne, ne sachant pas que c'est un cheval de Troie. Ensuite, on a les spyware. Donc les spyware sont des programmes qui monitorent l'activité de l'utilisateur et répondent en lançant des pop-up. Ils collectent des informations sur les utilisateurs à vendre à des marketeurs ou interceptent des données personnelles telles que les numéros de carte de crédit, par exemple. Donc un spyware, finalement, spy pour espionware, software, donc logiciel. Donc c'est un logiciel espion, comme son nom l'indique. On a les ransomware. J'ai déjà parlé des ransomware tout à l'heure, mais je vais en parler un peu plus en détail ici. Donc les rançongiciels sont des malwares qui détruisent les données, qui détruisent des données ou systèmes critiques, ou bloquent l'accès à ceux-ci jusqu'au paiement d'une rançon. Alors, la plupart des rançongiciels historiquement visaient les particuliers. Mais de plus en plus, les rançongiciels exploités par des humains vont viser des organisations, et donc sont devenus l'une des menaces les plus importantes et les plus difficiles à prévenir et à inverser pour les organisations. Alors, on a deux types de rançongiciels. On va avoir les rançongiciels de chiffrement. Ici, l'attaquant chiffre des données ou fichiers sensibles de la victime et lui demande de payer une rançon en contrepartie du déchiffrement des données. Et on a aussi le doxware à l'intérieur, qui est une forme de rançongiciel de chiffrement qui va chiffrer les informations à caractère personnel de la victime et menace de les révéler publiquement dans le but d'humilier cette victime ou de lui faire honte pour l'amener à payer une rançon. Alors, dox, ça vient de l'idée de doxing, donc donner ou révéler des informations sur une personne qui sont privées. Et l'autre type de rançongiciel, c'est les rançongiciels de verrouillage. Donc ce genre de rançongiciel, ici, l'accès de la victime à son appareil est bloqué. Elle ne peut plus s'y connecter. Et en général, il n'implique pas le chiffrement, mais ça peut arriver.
Donc après que la victime a récupéré l'accès à son appareil, elle va retrouver l'ensemble de ses fichiers et données sensibles intactes. Alors généralement, dans ce genre de rançongiciel, la victime va voir s'afficher à l'écran un avis de rançon qui va expliquer qu'elle a été bloquée et qui contient des instructions sur la manière de payer pour récupérer l'accès à son appareil. Et la même chose pour les rançongiciels de chiffrement. Il va y avoir affiché sur l'écran un avis qui va expliquer comment payer la rançon pour récupérer la clé de déchiffrement et déchiffrer les données. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Bye!